Et si les outils pour naviguer la complexité du XXIe siècle, eh bien s'ils ne se trouvaient pas dans le futur, mais plutôt dans un passé très, très lointain. C'est une idée assez radicale, on est d'accord. Mais c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment la conscience, oui, la conscience, devient la stratégie ultime pour faire face à nos plus grands défis. Voilà. C'est la question qui est au cœur de tout. Une question qui peut paraître un peu folle, je l'accorde, mais elle nous force à regarder ailleurs, au-delà des solutions toutes faites, au-delà de la technologie, pour chercher une sagesse, disons, plus profonde. Une sagesse qui était là, sous nos yeux, ou presque, cachée dans un texte ancien. Alors, pour comprendre, il faut remonter le temps. On est en 1945, à Nag Hammadi, en Égypte. Imaginez la scène. Des paysans tombent par hasard sur des manuscrits, et pas n'importe lesquels. Parmi eux, l'Évangile de Thomas. Ce n'est pas juste une vieille relique qui refait surface, c'est potentiellement une sorte de code source pour une nouvelle façon de voir le monde qui a attendu des siècles pour qu'on le redécouvre. Alors, plongeons dedans. C'est quoi cette fameuse sagesse gnostique ? Ce qu'on trouve dans cet Évangile de Thomas, ce n'est pas vraiment une religion au sens où on l'entend, non. C'est beaucoup plus proche d'un manuel d'opération pour l'esprit humain. Ce qui est vraiment fascinant, c'est sa forme. Il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur les évangiles classiques. Pas de récits, pas de miracles. Non. Là, on a 114 paroles. Des paroles assez énigmatiques, qu'on appelle des logia. Et elles fonctionnent un peu comme des clés. Chaque parole n'est pas là pour qu'on y croie aveuglement, mais plutôt pour qu'on cherche à l'intérieur de soi. Tout l'accent est mis sur la connaissance de soi. Et ça, cette idée, elle est absolument centrale pour tout ce qui va suivre. Ok, super, un texte ancien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Eh bien, voyons une première application et elle est assez surprenante, la diplomatie. Comment est-ce que cette sagesse peut, potentiellement, transformer la résolution des conflits à l'échelle mondiale ? C'est là qu'intervient un cabinet, Tiana Consulting. Ils ont développé un concept, le diplomate passant. L'idée, c'est de complètement transformer le rôle du diplomate. Il n'est plus vu comme un guerrier qui défend bec et ongle des intérêts nationaux. Non, il devient un passant, un observateur neutre. Et c'est là que ça devient puissant. Par sa simple présence, une présence consciente, apaisée, il devient un catalyseur. Il aide chaque partie à voir au-delà du conflit, à reconnaître l'unité fondamentale qui les relie. C'est une approche de résolution pacifique qui part de l'intérieur. Alors, comment on devient ce diplomate passant ? Leur programme, il s'articule autour de 5 axes, 5 piliers. Et attention, on ne parle pas de simples techniques de négociation, là. C'est une refonte totale de l'état d'esprit, de la posture intérieure du diplomate. Et tout, absolument tout, commence avec le premier axe, qui est la pierre angulaire de tout le système. La métanoïa. Voilà, c'est le cœur du réacteur. C'est un changement radical de perception. C'est passer de « voilà l'ennemi à combattre » à « voilà un miroir ». Le diplomate apprend à voir que le conflit extérieur n'est souvent que le reflet d'une division intérieure, de sa propre part d'ombre. C'est ce passage clé d'une conscience de séparation à une conscience d'unité. C'est fondamental. Et cette citation d'Einstein, elle tombe à pic, non ? Elle illustre parfaitement pourquoi cette métanoïa est si nécessaire. Pour démêler les nœuds des crises actuelles, de nouvelles stratégies, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un nouveau niveau de conscience. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment fascinant. Parce que ce passage de l'ego à l'unité, ça ne redéfinit pas seulement la paix, ça réinvente aussi la performance. Oui, ces mêmes principes de transformation intérieure sont en train de secouer un tout autre univers, celui de l'entreprise et du leadership. Alors, allons voir ce qui se passe dans le monde du leadership. Comment un dirigeant, un manager, peut appliquer cette même sagesse pour naviguer l'économie de demain ? Il y a un manifeste qui a fait pas mal de bruit récemment, Résonance cinétique. Il propose quelque chose de dingue, utiliser ces principes gnostiques comme un véritable système d'exploitation pour le leadership. L'idée centrale, c'est que dans un monde de plus en plus complexe, piloté par l'IA, la seule boussole qui reste vraiment fiable, c'est la clarté intérieure du dirigeant. Cette phrase du manifeste, elle est percutante. Elle résume parfaitement le défi de notre époque. Si on n'a pas un ancrage intérieur fort, un centre bien à soi, on devient quoi ? On devient l'esclave des algorithmes, des notifications, des flux d'infos pensés par d'autres. La vraie souveraineté, à l'ère du numérique, elle commence à l'intérieur de soi. Et ce tableau, il illustre ce contraste de manière éclatante. D'un côté, on a le vieux modèle, la hiérarchie statique. Ça crée quoi ? Des silos, des frictions, ça gaspille un potentiel humain énorme. Et de l'autre, la culture cinétique. Là, les compétences circulent, les décisions sont rapides, l'autonomie est la norme. C'est vraiment la différence entre une machine rigide et un organisme vivant qui s'adapte. Alors que ce soit le diplomate ou le dirigeant, on voit bien le point commun, non ? La nécessité d'établir un nouvel ordre, mais un ordre qui commence de l'intérieur. Le changement de paradigme, il est là. Il est radical. On passe du leader contrôleur, celui qui voit ses équipes comme des ressources à gérer, au leader architecte. Son rôle, ce n'est plus de micromanager des tâches. Non, c'est de cultiver un environnement, un écosystème.
c'est d'orchestrer le flux d'énergie, d'idées, de motivation. Et bien sûr, si on change le système d'exploitation, il faut changer le tableau de bord. C'est logique. Les anciens indicateurs, tous focalisés sur le contrôle, sur la production brute, ils deviennent complètement obsolètes. Ils ne mesurent plus ce qui compte vraiment. Alors, premier nouvel indicateur, la vélocité culturelle. L'idée, c'est de ne plus seulement mesurer ce qui est produit, mais la vitesse à laquelle les valeurs, la culture de l'entreprise se transforment en actions concrètes sur le terrain. En gros, est-ce que l'ADN de la boîte se propage vite et bien? Deuxième indicateur, l'indice de résonance collective. Là, on essaie de mesurer l'alignement. Est-ce que les aspirations de chaque personne dans l'équipe vibrent à la même fréquence que la mission globale? C'est un peu un indicateur d'harmonie, de cohésion du système. Et enfin, le troisième, la fluidité du flux. Super important. Ici, on mesure la perméabilité du système. C'est simple. À quelle vitesse une bonne idée peut-elle voyager, de sa naissance à son exécution, sans se prendre des murs de bureaucratie, de hiérarchie ou de silos? C'est la vraie mesure de l'agilité d'une organisation. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est l'avenir que dessine cette rencontre un peu improbable entre une sagesse vieille de 2000 ans et nos défis les plus modernes? Le manifeste, il nous laisse avec une sorte de feuille de route, en 3 points. D'abord, embrasser le vide créatif, c'est-à-dire accepter de ne pas tout contrôler pour laisser la vraie innovation émerger. Ensuite, automatiser la structure pour libérer le sens. En gros, laissons l'IA gérer les process et laissons les humains faire ce qu'ils font de mieux, chercher du sens. Et enfin, libérer le flux, traquer la moindre friction pour que l'énergie circule. Et on termine sur cette pensée qui résume tout. Le secret de la puissance réside dans la fluidité de l'esprit. Que ce soit pour construire la paix ou pour bâtir l'entreprise de demain, la vraie force n'est plus dans la rigidité, dans le contrôle. Non, elle est dans la capacité de notre propre conscience à être fluide, adaptable et profondément alignée. C'est une idée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.